Et bon retour à tous sur le quad. Cette semaine est très spéciale car nous enregistrons le quad depuis la conférence sur les politiques du JNS. Nous allons faire court. Et nous allons nous concentrer sur ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire les crapules et les héros. Nous avons eu une sorte d'accord, un protocole d'entente avec l'Iran, tout ce qui sort de la Maison-Blanche et d'ailleurs. Les combats continuent toujours au Liban. Il y a tellement de choses à analyser. Mais commençons par le prisme de nos crapules. Émilie, qui est ta crapule cette semaine? Eh bien, ça a été très difficile de faire un choix et je dois dire que ce qui me déçoit le plus cette semaine, c'est que beaucoup de ceux qui étaient en lice pour le titre de crapule de la semaine sont des personnes qui devraient être mes héros. Oui. Tout ce qui se passe actuellement est très décevant, mais je vais devoir être d'accord avec les gens à la Maison-Blanche qui, selon moi, continuent à manipuler surtout le public américain, mais aussi la communauté internationale au sujet de ce qu'est ce protocole d'accord. Tout d'abord, c'est un protocole d'accord. Il faut le souligner. Ce n'est pas un accord. Ce n'est pas un traité de paix. Ce n'est pas un accord de paix, comme la Maison-Blanche l'a explicitement déclaré. C'est très problématique. Mais les personnes sur lesquelles je veux particulièrement me concentrer, impliquées dans cette question, sont en fait certains des conseillers de Donald Trump et certains membres de son équipe, surtout du côté des réseaux sociaux, comme nous l'avons vu ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de critiques, de la gauche à la droite, à juste titre concernant ce protocole d'accord et les concessions qu'il accorde ou les concessions potentielles qu'il pourrait accorder en mettant de l'argent entre les mains du régime islamique. Et en réponse à ces critiques, nous avons vu plusieurs responsables de la Maison-Blanche ou des personnes affiliées au président Donald Trump critiquer ouvertement et attaquer ceux qui critiquent la décision de la Maison-Blanche. Nous avons vu des comptes être fermés. Plus de 100 comptes pro-Israël et aussi iraniens ont été fermés sur X, rien que ces dernières 48 heures. Nous avons vu tous les comptes qui critiquaient ce protocole d'accord. Un des harceleurs en ligne présents dans cette discussion fait partie des 3 voix principales identifiées, dont la représentante Anna Paulina Luna. L'un d'eux est un membre du Congrès, l'un d'eux est Donald Trump Jr. et le troisième est Alex Brusawitz, qui est consultant et conseiller de Trump pour les réseaux sociaux. On pense qu'il est derrière le compte Rapid Response 47, c'est un compte officiel de la Maison-Blanche. Et ce compte a été utilisé ces derniers jours pour critiquer ouvertement et publiquement d'autres Américains qui critiquent le protocole d'accord, les accusant d'être des agents étrangers ou d'agir sous l'influence d'une opération étrangère. Cette personne, Alex Versawitz, a déclaré ouvertement qu'Israël paie des dizaines de millions de dollars pour saper le protocole d'accord par le biais d'une opération d'influence étrangère. C'est faux. J'ai vérifié moi-même. J'ai consulté les registres du Phara hier. Il n'y a, à notre connaissance et selon les déclarations publiques, aucune campagne financée par le gouvernement israélien. Tout cela n'est donc que conjecture. Tout cela relève du complotisme afin de prétendre que toute personne critiquant l'accord est en réalité un agent étranger. Maintenant, le pire dans tout cela, c'est que certaines des personnes qui ont été prises en capture d'écran et partagées par Alex Brusawitz et aussi par Donald Trump Jr. sont des gens que nous connaissons, des personnes qui sont des militants connus. Parfois, il s'agit de vétérans américains comme Buzz Patterson, visible sur cette capture d'écran. Nous avons Stella Escobedo, une journaliste connue, journaliste américaine, et une fervente partisane du président Trump. Absolument, elle l'est vraiment. Donc, c'est juste que nous, Anja Taha a aussi été accusé d'être un agent étranger. Je veux dire, c'est ridicule. Comme si c'était en train de le faire. Tout cela semble dirigé par Alex Versawitz, qui diffuse ses théories du complot. Ils appellent cela une influence à 4 mains de foin. X n'est-il pas censé être le parangon de la liberté d'expression? Exactement. Personne ne va être annulé à moins que tu sois un faux compte. Exactement. Et ces comptes ont été suspendus pour comportements coordonnés et inauthentiques. Ils peuvent suspendre des comptes pour comportements inauthentiques coordonnés par un État, mais pas, par exemple, Al Jazeera, un média d'État qatari. Ils ont déjà vu la prise de contrôle de X depuis des années, depuis le 7 octobre, oui. Waouh. Ce 2 poids, 2 mesures est très préoccupant. Je trouve ça très ironique que certains membres de la Maison-Blanche et certaines figures de la droite se comportent, franchement, comme ce qu'ils détestent chez les démocrates. Exactement. Clore le débat et chercher n'importe quelle excuse pour faire taire les critiques, ce n'est pas l'Amérique où j'ai grandi. Mais aussi, s'ils mettent autant d'efforts là-dedans, est-ce que ça ne te montre pas There's a problem. Yeah. que c'est une mauvaise affaire, un protocole d'accord, peu importe? Ils savent qu'ils ont un problème d'avoir l'air faible C'est ça. et au lieu de combattre le régime, ils s'en prennent aux gens. Qui était juste, ce n'est pas une démocratie.
Désolé, c'est américain. Cela montre simplement la faiblesse de la position dès le début. Eh bien, c'est aussi ce que j'en retiens. Si vous devez faire taire tous les critiques, les suspendre de X, les attaquer, les accuser d'être des espions et répandre des théories du complot, qu'est-ce que cela dit de votre protocole d'accord? Il doit être inquiet. Oui, wow. Il doit être inquiet. Eh bien, ce sont vraiment des salauds. Et j'espère qu'Elon Musk rétablira rapidement tous ses comptes. Je l'espère aussi. Ce ne sont pas des bots, ce ne sont pas de faux comptes. Ce sont de vraies personnes qui expriment simplement une opinion, et une opinion tout à fait valable en plus. Oui. Eh bien, c'est une réplique fantastique. Merci. Shoshana, qui est ton salaud? Je ne m'éloigne pas beaucoup d'Emily. Mon salaud cette semaine, c'est J.D. Vance. Je suis désolée, mais c'est vraiment la pire citation de toutes les citations. En parlant d'Israël, vous êtes un pays de 9 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas simplement tuer pour résoudre chacun de vos problèmes de sécurité nationale? Pardon? Excusez-moi. Comme si le Hezbollah ne tirait pas de roquettes, n'envoyait pas de drones contre nos troupes, ne tuait pas nos soldats chaque jour au Liban. Et pourquoi sommes-nous là-bas? Il n'y avait pas un seul soldat israélien au Liban depuis des années, jusqu'à ce que le Hezbollah recommence à bombarder le nord, sans fin, sans relâche, et qu'il s'implique à nouveau dans les combats. Il va perdre, mais il entraîne les Libanais et les Israéliens avec lui. J.D. Vance, ton meilleur argument, c'est qu'on ne peut pas tuer pour s'en sortir, vraiment? J'espère, et je vais le dire officiellement, j'espère que ta carrière s'arrête ici avec la fin de la présidence de Donald Trump, parce que je ne veux plus te voir, à moins que tu ne fasses une vraie teshuva, une vraie repentance, parce que c'est dégoûtant, et c'est mon salaud. Eh bien, je trouve cela légitime et je pense qu'il y a quelque chose de plus insidieux ici parce que ce sont des choses qu'il dit pour plaire à une certaine base. Oui. Il est dans l'émission de Megyn Kelly. Tucker appelle, il est peut-être allé chez Megyn Kelly. C'est dégoûtant, elle a toujours été odieuse envers le président Trump. Mais il laisse des indices à ceux de la droite woke. C'est ce qu'il fait. Il laisse des indices à la droite woke. Et ma théorie, c'est que, et peut-être que je me trompe, et peut-être encore une fois que je suis trop optimiste, comme j'essaye de l'être, c'est qu'ils le préparent à l'échec parce ils savent, Je suis ravie de le regarder. dans ces 60 jours, quelles sont les chances que cela atteigne vraiment les 60 jours. Ou même après les 60 jours, ça ne sera pas renouvelé avant les élections de mi-mandat. Et ensuite, Dieu seul sait ce qui va se passer. La semaine dernière, j'ai failli écrire un tweet disant qu'il le prépare soit à la présidence, soit à se planter complètement. Je ne suis toujours pas vraiment sûre. Eh bien, je pense qu'étant donné le fait que nous avons vu Tucker Carlson juste hier déclarer qu'il ne soutiendrait jamais le Parti républicain. D'accord. Alors, qui est exactement J.D. Vance? Qui sont ses électeurs? Oui, Tucker Carlson est activement contre le Parti républicain. Donc, je pense que c'est un peu... J'espère au moins qu'ils s'affrontent. Sauf si c'est une mise en scène pour les ramener, on ne sait jamais. Personne n'en veut, donc c'est peut-être une mise en scène. Mais quand il dit ça, il n'a aucun rôle en Israël. Célébration, il faut comprendre que ce n'est pas un lapsus. C'est très délibéré. Il dit essentiellement qu'Israël est l'agresseur, pas la République islamique d'Iran qui tue 42 000 de ses propres citoyens. C'est ce qu'il dit. Il renvoie les deux dos à dos. Maintenant, ils ont lancé ça. Tu as vu ça? Cette ligne directe pour désamorcer les tensions. C'est la dernière nouveauté. Ils ont ouvert une ligne directe pour la désescalade quand soit le Hezbollah attaque Israël, soit Israël répond en attaquant le Hezbollah. Tu es en train de nous mettre au même niveau qu'un ignoble supplétif terroriste du régime, mais pour qui tu te prends? Qui a massacré des citoyens américains, au fait? Meurtre de masse. Je pense que j'ai l'impression qu'elle est passée du côté obscur. Et d'ailleurs, il a été humilié parce que l'autre soir, quand ils ont commencé les négociations, le représentant de la République islamique ne s'est pas présenté. Oui, ensuite, le Qatari ne lui a pas serré la main. Oui. Je suis désolée. Devant la caméra, il a fait comme ça. Oui, c'est ce qui arrive quand on est faible. C'est à ça que tu fais face. Oh là là, merci Shoshana. Oui, merci de m'avoir laissé exprimer ça. C'était nécessaire après 3 jours de conférence. Et c'est tout ce dont on a parlé. Mon salaud de la semaine est un salaud récidiviste. Juste au moment où tu penses que ce type est tombé encore plus bas, il trouve le moyen de faire pire. Zoran Kamanwama Mandani. Je crois qu'il a un deuxième prénom comme ça. Zoran Mandani est monté sur scène. Je pense que pendant la célébration des Knicks, c'était un moment de bonnes ondes.
Et il qualifie essentiellement l'AIPAC de monstre, des monstres. C'est l'époque des monstres. Ces monstres adoptent aujourd'hui diverses formes. Chez l'AIPAC, pour qui la seule chose plus effrayante que de laisser la démocratie suivre son cours, c'est la fin du génocide et des guerres de Netanyahou. Ils déplacent des millions en argent occulte pour atteindre un seul objectif: préserver leur pouvoir afin de pouvoir nous monter les uns contre les autres. Brandissant de l'argent occulte. Zoran Kwame Mandani, es-tu allé à l'école de propagande antisémite de Joseph Goebbels? Oui. Et le pire, c'est qu'il ne s'est même pas excusé. Il a persisté. C'est vraiment triste, je dois dire, qu'en 2026, on puisse revenir à l'Allemagne des années 1930, reprendre tous les clichés des années 30 sur les Juifs, l'argent et les forces obscures. Et ça, c'est ta rhétorique lors de la célébration de la victoire des Knicks après 50 ans? C'est ce que tu fais avec ta plateforme, espèce de salaud. Et ensuite, il affirme qu'Israël, depuis le cessez-le-feu, a tué 1000 enfants à Gaza. Exactement. Et personne ne lui demande, oui, d'où tiens-tu ce chiffre? Personne ne le remet en question, donc sa parole fait foi. On dirait Alex Brouzawitz, mon salaud. Je t'ai dit de me laisser trouver un rédacteur et de faire la conversion. Les Juifs sont des forces obscures. Nous brassons de l'argent. Je suis un enfant. Ils tuent des enfants. On n'avait jamais entendu celle-là auparavant. Oui. Zoran Kwame Mandani. Donc tu es et tu seras toujours mon salaud de la semaine. Il le mérite aussi à côté de Francesca Chiesa. Il doit être sur le mur des salauds. Oui, nous allons faire ça. Peut-être que c'était un retour. Nous allons créer un Hall of Fame des salauds et nous allons célébrer et nous allons t'appeler un salaud pendant nos célébrations. J'ai hâte. Envoie-lui un prix. Oh là là, cache-le, un flash. Il pourrait le mettre sur une étagère. Tu peux avoir, tu sais, un shit sur un petit plateau. Ordure de la semaine. Je pense qu'on va faire ça. Eh bien, tu vois? À New York, il faut mettre le caca dans un sac, l'enflammer et le laisser sur place. Oui, bien trouvé. Très bien. Toutes les idées sont les bienvenues. Tout le monde. D'accord. Alors, nous allons purifier nos cœurs, nos âmes, oui, cette semaine. Nos âmes blessées avec de bonnes ondes. Et pour chaque salaud, il y a beaucoup, beaucoup de héros. Héros de la semaine. Shoshana, je commence avec toi cette fois. Mon héros est en fait ici, à cette conférence. J'espère donc qu'il sait qu'il est mon héros cette semaine. Pasteur Larry Huck, fondateur et pasteur principal de l'église New Beginnings. Je vais l'admettre, j'ai toujours été, ma mère m'a appris cela, très, très méfiante envers les évangéliques. Au bout du compte, ma mère disait, ils veulent juste te convertir au christianisme. Donc j'ai toujours été très méfiante. Et quand j'étais là, je crois que c'était lundi, dimanche soir, il a parlé lors d'une table ronde et il a regardé le public en disant, je veux vous faire deux promesses. Premièrement, nous n'essaierons pas de vous convertir. Il a dit, jamais. Nous n'essaierons jamais de vous convertir. Et deuxièmement, nous ne vous abandonnerons jamais. Et je dois dire que j'ai vraiment ressenti une chaleur réconfortante et j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai eu l'impression que c'était comme un tikkun, comme une réparation pour les générations de missionnaires qui ont essayé de rendre les Juifs chrétiens et d'arracher notre peuple à notre héritage. Et c'était très spécial pour moi de l'entendre sur cette scène et de me dire, waouh, on est vraiment arrivé à un point où je peux te respecter pour qui tu es. Tu peux me respecter pour ce que je suis et nous avancerons ensemble vers un objectif commun. Pour moi, c'était très important et tu es vraiment mon héroïne. Et je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir fait cette déclaration aussi publiquement. Et je termine toujours tout ce que je dis par ceci aux Juifs. Premièrement, nous n'essaierons jamais de vous convertir. En fait, nous avons besoin que vous soyez encore plus juifs demain que vous ne l'êtes aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que je vous fais une autre promesse. Nous ne vous abandonnerons jamais. Peu importe ce qui arrive, nous serons à vos côtés. Je pense que c'est important parce que, voyez-vous, je sais que la majorité de la communauté évangélique, en tout cas les personnes avec qui je suis en contact, n'ont absolument aucune intention de convertir l'un d'entre nous. Ils sont devenus une force politique majeure pour le bien en Amérique et dans le monde entier. Ces personnes nous soutiennent dans nos moments difficiles, mais je sais que dans la communauté juive, il y a une paranoïa qui est justifiée parce que c'est ce que nous avons vécu pendant des centaines et des centaines d'années. Mais nos amis évangéliques sont vraiment avec nous. Et vous savez, l'une de mes amies préférées à nous tous, c'est Sandy Hagi, que j'adore quand elle agit. Elle est fabuleuse. Elle monte sur scène. Je vais à Koufi chaque année. J'y retourne encore cette année. Elle monte toujours sur scène et dit « Je m'appelle Sandy Hagi, je suis chrétienne.
Mon Seigneur et Sauveur ne l'était pas. Ha! Wow! Donc, en gros, vous savez, nos amis évangéliques disent, vous les Juifs, vous avez votre rôle à jouer dans l'univers spirituel. Et nous, les chrétiens, nous avons notre rôle à jouer. Très bien. Nous n'avons pas à le faire. Je dirais que c'est une norme, mais je suis heureuse car tu es issu de survivants de la Shoah. Je sais que cette paranoïa est justifiée, donc je suis contente que tu te sentes bien. Je suis heureuse de le partager avec tout le monde à la maison, car cela a beaucoup compté pour moi. Bien. Sandy Agee était en fait sur mon émission Accès à la vérité il y a quelques semaines et elle a très bien expliqué quelle est la position des évangéliques chrétiens et pourquoi d'un point de vue biblique. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Hassan est, je dirais, le grand rabbin théologien sur la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans l'interchangeabilité, que les chrétiens ne font pas la théorie du remplacement. Ce que cette théologie devrait être, c'est exact. Il est l'une des voies principales dans ce domaine. Donc oui, c'est ce que nous avons. Elle est extrêmement éloquente, extrêmement bien organisée. Elle sait exactement comment expliquer la position. Donc vraiment, elle est fantastique. Elle est fantastique et j'ai hâte de la revoir très bientôt. C'est un héros merveilleux. Merci. Émilie, qui est ton héros? Alors, mon héros, mes héros, c'est un peu doux amer cette semaine. Évidemment, nous avons parlé du protocole d'accord. L'une des exigences du régime était qu'il y ait un cessez-le-feu complet et le retrait des forces israéliennes du Liban. Cela n'arrive pas. Le Premier ministre a déclaré que cela n'arrivera pas. Cependant, je dois dire, en parlant avec certains des soldats qui sont actuellement au Liban, pas les commandants, pas les décideurs au plus haut niveau, mais les soldats eux-mêmes qui sont dans le sud du Liban, qui sont attaqués chaque jour par le Hezbollah, ce qui, soit dit en passant, constitue en soi une violation de ce protocole d'accord. Mais apparemment, on n'en parle pas. Non. Ils sont en grand danger et leur liberté d'action est tellement limitée, même pour se défendre, qu'à ce stade, ils ne peuvent riposter que s'ils sont directement attaqués. Ceci menace directement la vie de nos soldats. C'est totalement inacceptable. Et je sais que les gens trouvent cela inacceptable. Et je sais que nous avons l'impression d'être sous une pression énorme à cause de ce que fait l'administration Trump. Mais je veux juste dire qu'ils sont vraiment, véritablement des héros pour tout le pays. Ce sont certainement mes héros de la semaine, car ils sont littéralement en première ligne pour assurer notre sécurité et notre protection. Parce que sans ce qu'ils font cette semaine, sans leur sacrifice et le fait qu'ils mettent leur propre corps en jeu pour nous protéger ici, même en organisant cette conférence, absolument. Nous ne pourrions pas continuer comme nous le faisons. Et malheureusement, beaucoup sont tombés. Oui, depuis ce soi-disant cessez-le-feu, plus de 50 oui sont tombés. Et je ne sais pas, c'est extrêmement douloureux de savoir qu'ils sont là-bas et qu'ils perdent leur corps. Oui. Pour que nous soyons ici et pour l'illusion que l'on peut négocier avec des terroristes. Pour cette illusion. Ils perdent leur vie. Ça rend ce que Vance a dit encore plus difficile parce que comment ne pas respecter le fait que des mères et des pères enterrent leurs enfants, des épouses enterrent leurs maris et leurs filles d'ailleurs. Au moins une femme soldat a été tuée. Pour eux, c'est comme si cela n'existait pas. Ils ont des œillères. 4 soldats de Tsahal ont été tués après la déclaration de ce protocole d'accord, sans aucune réaction de la Maison-Blanche. Inacceptable, complètement inacceptable. Et je pense que la chose la plus douloureuse dans ce pays, au moins pour moi en tant que mère, mais pour tout le monde, c'est quand nous perdons un soldat. C'est un deuil national pour chaque vie perdue. Quand j'ouvre les infos le matin et qu'un soldat est tombé, la journée est gâchée. C'est comme ça qu'on se sent ici. Ce sont les enfants de tout le monde, vous savez, et ce sont vraiment les meilleurs héros, les meilleurs guerriers que nous ayons. Nous avons des guerriers et des héros modernes dans ce pays. Que Dieu les bénisse tous. D'accord, j'ai un héros très improbable et je ne suis pas sûre que cela va continuer et qu'ils resteront un héros, mais au moins ils le sont pour l'instant. Donc je vais leur accorder ça. Féron n'aurait jamais pensé. Je n'aurais jamais imaginé ça. Que font-ils? Laissez-moi vous dire, même si la France a été lâche, vous savez, Macron a été terrible, il a reconnu l'État palestinien sans rien demander aux personnes qu'il légitime. Lorsque le protocole d'accord a été annoncé, la France a réagi, leur Premier ministre, et a dit qu'ils étaient ou ils pourraient utiliser leur droit de veto pour que les sanctions ne soient pas levées contre l'Iran. Wow! En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il y a ce protocole d'accord ou simplement parce qu'il existe maintenant une voie vers un accord qu'ils vont forcément lever les sanctions. Et s'ils sont sollicités sans aucune garantie et sans rien voir concrètement
qui montrent que les Iraniens respectent le protocole d'accord ou l'accord, ils utiliseront leur droit de veto. Je pense que c'est assez inédit ces dernières années. Oui, c'est le cas. Je pense que c'est la première ministre d'Iran. Elle prend de l'assurance. Exactement. C'est la première ministre d'Iran. Le seul appel de l'humanité. Oui. Je crois que c'est Baldado, le premier ministre, qui l'a dit. Et donc, je suis assez impressionnée. Vous savez, nous sommes très justes dans le Quad. Et quand vous méritez d'être traité de salaud, nous le dirons. Mais quand vous méritez d'être un héros, oui, Je suis d'accord. nous allons vraiment vous en accorder le mérite. Donc cette semaine, croyez-le ou non, la France. Toute la France est mon héros de la semaine. Bien joué. Alors, mesdames, C'est important d'ailleurs. Nous devons être positives, renforcer positivement les bons comportements. Vraiment. tu parles comme une mère de 5 enfants. Bien sûr, Shana. Mais tu sais, Ça montre aussi à quel point la menace est crédible. oui, Et le fait que pour une raison ou une autre, par désespoir de conclure un accord ou autre, je ne suis pas vraiment sûre. Nous ne sommes pas vraiment sûrs à ce stade. Mais les États-Unis détournent volontairement le regard. Et la République islamique représente une menace directe pour l'Europe. Ils ont des cellules actives, ils ont infiltré ces pays à un niveau énorme, en particulier le Royaume-Uni et la France. Et donc, le fait qu'ils se manifestent et disent « Attendez, non, on ne va pas faire ça ». oui, Je veux dire, ça montre qu'il y a un problème. et utiliser le pouvoir de veto, ce qu'ils n'ont pas fait depuis si longtemps que je ne me souviens même plus de la dernière fois. Oui, Pour le bien commun, oui, je sais qu'ils l'avaient. ils l'ont quand on est ostracisé. Croyez-le ou non, la France est l'un des 5 membres permanents qui ont un droit de veto. Dieu sait pourquoi. C'est historique, bien sûr. Mais regarde, ils en tirent du positif. Oui, nous allons leur donner le crédit. Oui. Alors, mesdames, il nous reste encore aujourd'hui. C'est enthousiasmant d'entendre d'autres intervenantes, d'avoir des discussions encore plus pertinentes et positives. Merci de nous avoir suivis dans Quad. À la semaine prochaine. Quad.